Très impressionnant ce Care Syntax qui va peut-être vous apporter évidemment beaucoup de progrès ou de marge de progression possible, mais en tout cas une assistance qui peut éventuellement améliorer la pratique. On y reviendra probablement aussi dans nos tables rondes. Alors vous parliez évidemment du coup d'analyse de vidéo, et c'est justement ce dont va nous parler Didier Mutter maintenant, la gestion des data vidéo. Didier Mutter, chirurgien viscéral au CHU de Strasbourg, qui travaille notamment bien sûr au célèbre IRCAD. Merci. Oui, merci Didier, parce que Care Syntax est un nouvel outil, un outil holistique, mais vous avez une expérience de plusieurs années sur toutes ces vidéos chirurgicales, leurs analyses, leurs traitements, et merci d'intervenir. Oui, donc je vais effectivement essayer de vous sortir un peu de l'idéal qu'ont beaucoup de chirurgiens dans l'histoire de l'analyse des vidéos, parce que les vidéos, ça pose un autre problème. Alors bien sûr, elles servent à tout aujourd'hui. On les a en consultation communiquée avec les patients, on les a bien sûr pour le médico-légal, et on va reparler des blagues noires. On a l'assistance à distance qui se développe beaucoup pour la robotique, on a l'assurance qualité audit qui se fait dans beaucoup d'hôpitaux. On peut soutenir l'innovation, on peut faire de la recherche médicale, et bien sûr on s'en sert pour la formation initiale et formation continue. La vidéo, c'est extraordinaire. On va tous en faire, c'est très bien. Alors, on va avoir des données qu'on va acquérir. Bien sûr, on va avoir la laparoscopie, la microscopie. Et puis, on va rajouter des lunettes sur la tête du chirurgien. On va rajouter des caméras de champ opératoire, de champ devant, derrière, les anesthésistes, bien sûr. On va avoir les sons, on va avoir les images des robots chirurgicaux. Et puis, les données n'ont pas de valeur si elles ne sont pas à la fois time-codées et reliées aux autres données. Donc, il faut bien sûr le bistouri électrique, la ventilation, l'oxygène, le pouls, toutes les données des patients. Et on peut avoir ensuite des capteurs de mouvement, des mesures biométriques, des flux d'images médicales. Donc on va avoir une quantité acquise qui dépasse largement la vidéo chirurgicale. Et c'est quoi les vidéos chirurgicales? Pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait un petit résumé, mais en gros aujourd'hui une vidéo de laparoscopie simple, unique, c'est à peu près 3 gigas de l'heure avec une bonne compression. C'est-à-dire que une caméra interne plus une caméra externe dans une salle d'op 8 heures par jour pendant un an, ça fait 15 téraoctets de données. Vous multipliez ça dans tous les hôpitaux pour toutes les opérations en France. Il est impossible aujourd'hui d'imaginer stocker dans les 5 à 10 ans qui viennent toutes les vidéos qui sortent du bloc opératoire. Donc il va falloir obligatoirement s'en servir, les trier, faire autre chose. On a donc ce contrainte de volume, on a le problème du stockage et de coût qui va gérer, qui va maintenir ces systèmes de stockage. On va avoir ensuite l'utilisation, quel débit de données on va avoir besoin pour l'utilisation. Plus le débit est lent, plus on peut en mettre, plus on peut les mettre en nuage, en cloud. On a le problème du RGPD qui va revenir comme un boomerang dans beaucoup d'études. Et je savais que le BOPA fait signer à ses patients quelque chose comme quoi ils n'ont pas le droit de voir leur propre vidéo. Ça ne tiendra pas longtemps devant une complication médico-légale. Il y a le cryptage, le contrôle d'accès, les durées réglementaires de stockage, 20 ans. 15 téraoctets par une salle d'op à garder pendant 20 ans, personne n'est capable aujourd'hui d'analyser ça, d'autant qu'il va falloir migrer de support en support en fonction de l'évolution des technologies. Alors, je vous donne 2 cas d'usage. J'aime beaucoup à la fois ce qu'on peut faire en enseignement et en médico-légal. En enseignement, c'est peut-être le plus simple aujourd'hui. On a des bases de données, une bibliothèque, encyclopédie, recommandations. Bien sûr, il faut que les chirurgiens trouvent des procédures complètes ou des temps chirurgicaux, des sutures, des dissections, des temps forts. Il faut identifier les séquences, chapitrer, structurer les vidéos. Aujourd'hui, c'est manuel, demain, c'est l'IA, donc c'est des exemples que vous connaissez, qu'on commence à montrer. On sait qu'aujourd'hui, on arrive à identifier automatiquement les temps opératoires. Je rajoute pour les opérations simples. Personne n'est capable de faire ça aujourd'hui pour un bypass complet ou pour un rectum avec l'angle gauche, la dissection latérale, l'urtère, le pelvis et les anastomoses. Mais je pense que ça va venir rapidement et que les moyens informatiques sont là. On fait pareil pour les hernies. Aujourd'hui, on arrive à identifier l'anatomie des hernies. Et quand vous laissez défiler une herniographie par voie transabdominale, et petit à petit, l'ordinateur va reconnaître les éléments anatomiques, les différents orifices, le direct, l'indirect. Potentiellement, demain, il va vous aider dans le choix de vos prothèses. Ça, aujourd'hui, on y arrive. Et ça, c'est un relevé qu'on a fait dans WebSurge. On sait que lorsqu'on chapitre les vidéos, on a des pics de connexion en fonction des étapes. Je fais l'anastomose, on a plus de connexion sur l'anastomose que sur la mise en place des trocars. Donc, on arrive à faire du chapitrage. Il est obligatoire pour utiliser les vidéos. Mais là-dedans, les gens veulent de la bonne qualité. Et ensuite, on arrive derrière au modèle de la black box. Alors, le modèle de la black box, j'adore le concept et je suis un fervent défenseur de black box, mais il me pose un problème.
Monsieur X est opéré du côlon gauche, en post-opératoire, il a une rupture de rate. Il y a une expertise, c'est un aléa thérapeutique, effectivement, qu'on tire un peu sur la rate, ça peut saigner, et tous les experts pensent que c'est un aléa thérapeutique. Et ensuite, on dit, donnez-moi voir l'image de la black box. Alors automatiquement, elle ne va pas sélectionner ça, la black box, parce qu'à mon avis, ça aura été... Ah, il faut que ça vienne, ma petite image. Ça aura pas seulement été supprimé, mais la black box, elle voit ça pendant l'opération. Est-ce que c'est encore un aléa thérapeutique? Eh bien, c'est probablement plus un aléa thérapeutique parce que la black box, elle a identifié quelque chose qui ne devait pas arriver. Donc on voit que la black box pose quand même un problème éthique, philosophique et un problème de gestion d'image. Je prends un autre exemple, monsieur X est opéré. Il a une intervention simple, les suites sont simples, mais il a des douleurs séquelaires. On va demander la black box, et bien en fait on se rend compte que pendant la dissection chirurgicale, eh ben, le chirurgien il a manipulé les anses avec une énergie un petit peu forte, eh bien, il s'est passé quelque chose, et il ne se passe rien après. Est-ce qu'on a réparé le trou ou pas? Alors heureusement, nous on a de la chance, on va dire, allez, on a des black box internes et externes déjà. Donc il faut absolument avoir l'image externe pour montrer qu'on a réparé, et bien réparé le trou. Mais là encore, vous dites suite simple, effectivement, 3 jours après le malade est à la maison. Est-ce que l'expert, est-ce que la famille, est-ce que le malade va considérer qu'il a eu une opération simple et une suite simple, ou est-ce que ces douleurs sont là que la black box? Donc une black box sans image interne, plus image externe, plus l'interaction des opérateurs, elle aura malheureusement pas tellement de valeur. Donc l'enregistrement systématique, le stockage est nécessaire, mais il faut absolument que l'intelligence artificielle nous aide pour analyser ces images, parce qu'on sera totalement incapable d'analyser l'ensemble des images internes, externes, les interactions et la technologie qui va avec. Aujourd'hui, on sait très bien voir les changements de couleur, le saignement anormal est facile à détecter, les gestes chirurgicaux potentiellement déviants, et avec la robotique, ça sera encore plus simple. Positionnement des instruments, c'est quelque chose, je suis sûr que dans pas longtemps, on va vous projeter sur le paroi du ventre, là où il faut mettre exactement votre cas. Les personnels et le paramètre vitaux, c'est rarement enregistré. Mais les black box ont des limites. L'erreur de côté, 2000 par an en France, je ne pense pas que la black box, elle fasse grand-chose, puisqu'aujourd'hui, elle n'en sait rien. Elle filme une opération. Le réglage d'un bistouri électrique, le personnel de salle, les entrées en sortie de salle pour les infections nosocomiales, la concentration des opérateurs, ce qu'il a fait la veille, les interférences sociales, la black box n'y est pas. Mais on sait aujourd'hui qu'une black box, elle aura au moins une vue interne, une vue de champ externe et potentiellement l'interfaçage pour être cohérente et complète, comme c'est dans les avions d'ailleurs. Mais là, vous vous rendez compte qu'on arrive à un volume de tri, quoi trier, comment stocker, quoi stocker, c'est le problème des vidéos. Alors la petite enquête qu'on avait fait pendant la première étude de l'académie, en plus on sait aujourd'hui que 50% des chirurgiens n'ont pas de système d'enregistrement dans toutes leurs salles. Donc vous voyez l'investissement colossal, il faut que la moitié des hôpitaux de France équipent leurs salles d'op, ne sont pas équipées. Et 72% n'enregistrent de loin pas systématiquement. On est dans une révolution culturelle qui n'est pas du tout évidente. Et pourtant, on a prouvé l'intérêt pour l'éducation chirurgicale, l'acquisition des gestes de base, on peut faire des coachings éducatifs. Mais quand on demande à des chirurgiens, est-ce que vous acceptez de soumettre vos vidéos à des experts pour un feedback technique ou de formation, il y en a encore 20% qui refusent de donner leurs vidéos. Imaginez la black box, c'est effrayant pour beaucoup de gens. Alors les solutions de gestion, on les voit pendant toutes les conférences, et je ne suis pas là pour vous les donner, c'est des systèmes de compression d'image, enregistrement sélectif, mais sélectif, personne ne va enregistrer le trou dans la rate que je vous ai montré avant. L'archivage des vidéos, comment on va faire au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comment utiliser, alors on peut stocker en nuage, ceux qui connaissent un petit peu, c'est quand même ce qui marche le mieux. Supprimer les vidéos non essentielles. Là, je dis, attention, si vous décidez d'enregistrer, ben, vous rentrez dans le dossier médical. Dans le dossier médical, c'est 20 ans de stockage. Et pourquoi vous triez un dossier médical? Je fais mes consultations, j'arrache la page mardi, jeudi, vendredi pour l'expertise. Ça ne me plaisait pas, personne n'est venu. Ben non, c'est pas possible. Donc il va falloir absolument que ce qui est identifié doit être stocké, et le problème va être d'identifier les besoins, les objectifs, et donc la qualité de l'image. Vous avez tous vu ces vidéos des dashcams de voitures, c'est de l'acquisition de gros débits qui s'auto-effacent par push and efface. Peut-être que ça peut suffire, une dashcam en salle d'op, les coûts deviennent raisonnables, mais encore faut-il identifier ce qu'on veut en faire.
Donc en conclusion, l'intérêt de la vidéo, il est indiscutable et tout le monde y travaille. Avant l'intervention pour l'éducation, le coaching, la gestion des acquis. Pendant l'intervention, téléassistance et la télérobotique, ça va venir. Chirurgical, tous les robots aujourd'hui ont les robots d'assistance et certainement que dans les 5 à 10 ans qui viennent, on va avoir de l'aide robotique. Après l'intervention, c'est là qu'arrive tout le problème des vidéos. Éducatives, aujourd'hui, on les sélectionne, elles doivent être validées par quelqu'un. Pour le coaching et l'accréditation, c'est indispensable. Mais bien sûr, pour les black box en tant que tel, il y a un vrai modèle à définir pour ce qu'on fait, ce qu'on garde, ce qu'on stocke et comment on s'en sert. Je vous remercie. Merci beaucoup. Extrêmement clair et passionnant évidemment, et c'est surtout un univers entier qui s'ouvre à nous sur la vidéo. Et c'est vrai qu'hier on a eu un assureur qui fait du risk manager, et je pense que ce genre de vidéo pourrait être très très utile en cas de problème légal dont vous avez parlé vous-même. On y reviendra peut-être dans des tables rondes, mais effectivement un patient qui demanderait à voir sa vidéo d'intervention en cas de problème, ça risque d'arriver plus d'une fois.